Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir l'Intersection Observer. Donc ça va être une API qui va être intéressante pour détecter lorsqu'un élément devient visible à l'écran. Ça peut avoir de nombreux cas d'utilisation. Par exemple, on peut s'imaginer créer un défilement infini. Vous savez, sur les réseaux sociaux, quand vous commencez à descendre dans la page, une fois que vous arrivez au bout de la page, poum poum, il y a de nouveaux contenus qui se chargent. Ça peut aussi être utile pour créer des effets d'animation. Sur des pages un petit peu classe, entre guillemets, on a, dès qu'on défile, les éléments qui arrivent lorsqu'ils deviennent visibles. Donc tout ça, ça va être possible grâce à l'Intersection Observer. Alors son fonctionnement est relativement simple et faites attention, on vous dit que c'est expérimental, mais si vous regardez le tableau de compatibilité, c'est quelque chose qui est actuellement supporté par tous les navigateurs modernes. Il y a juste une petite option qui ne fonctionne pas sur Safari, mais en dehors de ça, ça va fonctionner vraiment sur tous les navigateurs, donc vous pouvez dès maintenant l'utiliser. Donc le fonctionnement est plutôt simple. Donc d'abord, on va devoir créer un observer en utilisant le constructeur Intersection Observer. Donc au niveau de mon JavaScript, ici, je vais me créer un petit document et on va faire un const observer et on fera un new intersection observer. En premier paramètre, on va devoir lui passer un callback qui va être appelé et ce callback, il recevra les entrées. Donc on va lui dire, j'aurai un paramètre que je vais appeler entries et pour l'instant, on va faire un console.log de entries. Voilà, on ne va pas forcément s'occuper de plus que ça. Je vais juste mettre un petit peu plus de place, voilà, pour mieux mettre en avant notre code. Ensuite, il va falloir observer des éléments particuliers grâce à la méthode observe. Et on peut aussi préciser en second paramètre des options. Donc pour l'instant, on ne mettra pas d'option et on va mettre un élément dans notre page. On va mettre un petit bouton, on va mettre bonjour, et ensuite on va mettre des divs au-dessus, histoire d'avoir suffisamment d'espace et d'avoir du défilement. Donc on mettra une hauteur de 1000 pixels, hop là, c'est un 2 points, et on fera la même chose en dessous. Si maintenant dans mon JavaScript, j'ai envie d'observer quand est-ce que le bouton devient visible, je pourrais faire un observer.observe et je lui passe en premier paramètre un élément, donc je peux utiliser querySelector et trouver mon bouton. Si maintenant je reviens au niveau de ma page, hop, je vois que par défaut j'ai ici un tableau qui contient un Intersection Observer Entry, on va en parler juste après, et si je descends, dès que le bouton va devenir visible, on a ce tableau qui est réaffiché, et dès que l'élément devient invisible, ce tableau est réaffiché. Donc ce callback va être appelé à chaque fois que un élément devient visible ou disparaît de notre écran. Il faut savoir que notre observeur est capable d'observer plusieurs éléments, c'est-à-dire que je peux avoir un petit bouton, et je vais aussi créer, on va créer un premier bouton, et on va lui donner la classe btn1, et ici, on va créer un nouveau bouton et on va lui donner la classe btn2. Ou à la limite, on va les inverser. Ce sera un petit peu plus logique. Dans mon JavaScript, je vais lui demander d'observer le premier bouton qui a donc la classe btn1 et on va observer le second bouton qui a la classe btn2. Donc on voit dans ce cas-là que notre tableau ici, il est de taille 2. Donc entries va représenter toutes les entrées, tous les éléments qui ont été observés par notre observeur. Lorsque je scrolle, hop, on a un élément parce que c'est cet élément-là qui est invisible, puis il devient visible, et si je continue à scroller, ça sera le second élément qui va devenir visible, puis invisible. Alors maintenant, on va regarder ce que l'on peut faire dans le entries. Donc d'abord, il va falloir faire une petite boucle pour tous les parcourir. Donc on va faire un const entry of entries. Au niveau de entry, on a différentes propriétés qui sont intéressantes. On va avoir par exemple target qui va permettre d'obtenir l'élément actuel, et on va avoir aussi une propriété isVisible qui permet de savoir si l'élément est visible ou non. Donc par exemple, pour voir ces deux propriétés, on va faire un console.log. On va récupérer la première propriété qui sera entry.target. Et ensuite, on va récupérer entry.isVisible. Vous avez aussi d'autres informations comme un rectangle qui vous montre l'intersection et vous avez aussi le intersection ratio qui vous montre la quantité de l'élément qui est visible à l'écran, ce qui peut être intéressant dans certaines situations. Donc on va réactualiser la page. On voit que bouton 1 et bouton 2 ne sont pas visibles. Je descends un petit peu. Alors là, hop, je vais plutôt remonter. Voilà, on va réactualiser. Dès que le premier bouton va être visible, il me dira ici btn1 et on me mettra un isVisible à false. Et on peut être un petit peu étonné. Même si cette propriété avait l'air alléchante, il faut savoir que malheureusement, elle ne fait pas partie à l'heure actuelle des spécifications. C'est quelque chose qui est implémenté par Chrome et qui fonctionne un petit peu différemment. Ce qui vous intéresse en réalité, c'est isIntersecting. Peut-être que plus tard, isVisible sera utile. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que si vous vous demandez pourquoi c'est là, là on voit que par défaut les deux vont être à false et lorsque je vais scroller, boum, celui-là va bien devenir visible. Et lorsque je continue à scroller, boum, il devient invisible et ça sera le suivant qui deviendra visible. Donc si vous voulez suivre la visibilité d'un élément, c'est ça qu'il va falloir utiliser.
Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple lui dire, ici, si le entry.isIntersecting est à true, dans ce cas-là, j'ai envie de faire une petite animation, et on pourrait lui dire de faire un entry.target, ce qui nous donnerait l'élément, et on utiliserait animate, avec une petite animation que l'on commencerait avec un petit transform, avec un translate x, et on va le décaler légèrement par rapport à la gauche, on va mettre 10 pixels. Et ensuite, on va lui préciser aussi qu'on veut une opacité à 0, histoire que ça soit complètement invisible. Lorsque notre animation sera finie, on veut que le translate x passe à 0, et on veut une opacité de 1. On va préciser ensuite la durée souhaitée pour notre animation, donc on va mettre une durée de 300 millisecondes. Si maintenant je réactualise ma page, lorsque je vais descendre, hop, on voit que dès que notre bouton apparaît, alors c'est pas forcément évident, mais il apparaît avec ce petit effet d'animation. Attention par contre, si vous mettez un translate x qui est beaucoup trop important, si par exemple je mets -100, on va avoir un effet d'animation un peu bizarre, parce qu'en fait en mettant -100, notre bouton va être affiché en dehors de la page, et du coup on ne le verra plus. Donc il faudra mettre une valeur d'animation qui soit pas trop importante pour pas que notre élément devienne invisible. Voilà, là par exemple, j'ai ralenti un petit peu l'animation, mais lorsque je scrolle, hop, ça apparaît. Donc ça peut être une technique pour pouvoir faire un effet d'apparition et de disparition. Un autre cas d'utilisation pour l'Observer, c'est que vous avez aussi la possibilité de détecter quand un élément va être visible, et dans ce cas-là, vous lancez une requête fetch pour récupérer plus de résultats. Ça peut être utile pour une pagination infinie lorsque l'on défile sur un système de news. Alors maintenant, on va parler des options que l'on a dans le Intersection Observer. Donc pour cela, on va se rendre dans la documentation, et on va aller dans cette partie API. Donc au niveau des options, on a le root, ça va être l'élément qui va être utilisé comme racine pour vérifier la visibilité. Par défaut, c'est le viewport, c'est-à-dire la page du navigateur. De manière générale, c'est vraiment ce root que l'on va utiliser. Après, vous pouvez spécifier des root margins. Donc ça va rajouter une marge tout autour de notre viewport et de dire cet élément sera considéré visible que dans ces marges-là. Du coup, si par exemple j'utilise ici un root margin, hop, on va mettre root margin et on mettra 50 pixels. Hop, et on va faire ça 4 fois histoire de l'avoir sur tous les côtés. De cette manière-là, on va élargir en fait la zone de notre viewport de 50 pixels et notre élément sera considéré comme visible beaucoup plus tôt. Alors ça ne va pas forcément être facile à identifier, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de rajouter au niveau de ce target une class list et on lui demandera de rajouter isVisible. Voilà, ça nous permettra de mieux identifier le comportement. Et on va enlever d'ailleurs cet effet d'animation. Voilà. C'était juste un petit exemple. Si je regarde au niveau de ma page, en me plaçant en haut, je vais regarder mon élément. On voit que notre bouton, il est encore un petit peu trop bas. Donc je vais descendre assez lentement pour le coup, jusqu'à voir la classe isVisible rajoutée. Donc on voit que notre élément est toujours en dehors de la page. Pourtant, il a bien cette classe isVisible. Il a cette classe-là parce que la zone a été agrandie de 50 pixels vu qu'on a mis un root margin. Je descends encore de 50 pixels et mon bouton va être visible. Donc c'est à ça que ça peut servir. Il y a des situations où ça peut être intéressant. Je vous avouerai que là, c'est pas forcément top. Et ensuite, on a aussi la possibilité d'utiliser un threshold. Le threshold va permettre d'indiquer la quantité d'éléments qui doit être visible pour être considéré justement comme visible. Par exemple, si on met un threshold et on va mettre juste 0.5, ça voudra dire qu'il faut que plus de 50% de l'élément doit être visible dans notre fenêtre pour que l'élément soit considéré comme une intersection. Histoire d'identifier ce comportement un petit peu plus facilement, on va donner un style un petit peu à nos boutons, un petit peu plus gros. Donc on va leur donner une hauteur de 100 pixels. Voilà. Donc je réactualise la page, on voit que notre bouton là, il est visible sur notre écran, mais il n'obtient pas la classe isVisible. Ce n'est que lorsqu'il y aura plus de 50% de l'élément qui sera visible, que là, il ajoutera cette classe-là. Donc ce threshold peut être à lui assez utile pour déterminer quand est-ce qu'on va devoir déclencher par exemple notre animation. Enfin, si on revient sur notre système d'animation, je vais faire un CTRL-Z. Voilà, on va revenir ici. On va enlever ça. Comme pour la méthode observe, on a une méthode qui est inversée, qui est la méthode unobserve, qui va permettre d'arrêter d'observer un élément. Donc par exemple, si on considère que l'élément il vient de rentrer dans la page, on n'a pas envie de rejouer l'animation systématiquement. Donc là, on pourrait lui dire, au fait, sur mon observeur, je voudrais que tu arrêtes d'observer la cible en question. Et dans ce cas-là, hop, on n'aura plus qu'une cible, ça sera le second bouton. Si je remets ce bouton visible, on voit qu'il n'a plus l'effet. Donc ça peut être intéressant pour ne déclencher un effet qu'une seule fois.
Enfin, une dernière méthode, c'est la méthode disconnect. Elle va permettre tout simplement de déconnecter tous les observeurs. Et dans ce cas-là, on n'aura plus d'effet d'animation quoi qu'il arrive. Si je réactualise la page, hop, je scroll, mes boutons restent visibles parce que notre observeur a complètement déconnecté tous les éléments. Il faut savoir qu'une fois que tous les éléments ont été déconnectés, l'observeur n'est pas supprimé pour autant et peut être réutilisé pour réobserver des éléments. Ça permet juste de faire un observe global sur tous les éléments qui ont été préalablement observés. Donc ça peut être utile pour nettoyer un observeur une fois que des opérations ont été effectuées. Donc je vous mettrai à la suite de ce chapitre-là une petite vidéo avec un cas un petit peu plus pratique. Là, je voulais vraiment vous montrer l'API de base sans forcément y passer trop longtemps. Mais je vous mettrai ce tutoriel-là qui vous montre comment faire un effet d'animation avec un délai. Voilà, et c'est ce style-là d'animation que l'on va très souvent avoir. Donc vous voyez que dès que je charge la page, on a les éléments qui apparaissent avec un délai. Et dès que je scrolle un petit peu, voilà, les éléments suivants apparaissent. Donc cette vidéo, elle date il y a un petit moment de cela, mais elle utilise cette API-là et ça vous permettra d'avoir un exemple concret si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez sauter ce chapitre-là et passer au chapitre suivant.